Faites-la descendre de mon toit avant que je ne la jette moi-même. C'est ce qu'a dit le commandant de bataillon des cadets, Marcus Brennan, à propos de la femme qu'il prenait pour un simple quota de diversité au cours d'évaluation des Rangers de Fort Benning. 3 heures plus tard, elle serait suspendue au bord du toit du Malvesti Hall, le sang s'accumulant sous ses ongles, alors que 3 cadets se tenaient au-dessus d'elle, leurs bottes à quelques centimètres de ses doigts. Ils la voulaient morte. Ils voulaient qu'elle disparaisse. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le tatouage classifié caché sous sa manche 8 marques et un dragon enroulé autour d'un trident représentait quelque chose qui allait faire voler leur monde en éclats. La femme qu'ils essayaient de tuer était déjà morte une fois à Fallujah. Ce qui allait suivre leur ferait regretter de l'avoir touchée. Le brouillard matinal de la brigade d'entraînement des Rangers à Fort Benning était si épais qu'on pouvait sentir le goût du métal dans l'air. Cette humidité distinctive de la Géorgie se mélangeait à la poussière d'argile rouge qui recouvrait tous les midis. Le lieutenant Reinhard Thorn se tenait parfaitement immobile sur la place d'armes, sa silhouette compacte d'1,70 m ne projetant aucune ombre dans la lumière diffuse de l'aube. À 34 ans, elle se déplaçait avec une économie de mouvement qui rendait les autres soldats nerveux. Chaque geste était délibéré, rien n'était gaspillé. Son visage racontait 2 histoires différentes. Le côté gauche était intact, avec des pommettes saillantes et des yeux sombres qui traitaient l'information comme un ordinateur de visée. Le côté droit portait une fine cicatrice blanche qui partait de sa tempe et disparaissait dans ses cheveux noirs réglementaires. Elle n'essayait jamais de la cacher. Quand les gens la fixaient, elle les laissait regarder. Le colonel James Whittaker, commandant de la brigade d'entraînement des Rangers, l'observait depuis la fenêtre de son bureau. Il avait lu son dossier, du moins les parties qui n'étaient pas censurées. Guerre spéciale navale, désignation d'unités classifiées, 4 déploiements, opérations en Irak, en Afghanistan et dans 2 pays qui, officiellement, n'existaient pas. Le genre d'état de service qui s'accompagne de fantômes. Elle toucha inconsciemment son avant-bras droit, se doit traçant quelque chose sous la manche de son uniforme de combat. Le geste dura une demi-seconde, mais Whittaker le remarqua. Tous ceux qui avaient été sur le terrain avaient des tics. Le sien était ce qu'elle gardait caché sous cette manche. Les premiers élèves Rangers commencèrent à arriver pour le rassemblement du matin, leur voix portant à travers le terrain. Arrogants, sur 2. Ils n'avaient aucune idée de qui avait été envoyé pour évaluer leur précieux programme. Whittaker avait essayé de prévenir les cadres, essayé d'expliquer quel genre d'opérateur la marine leur avait envoyé dans le cadre du protocole d'évaluation interarmée. Mais certaines leçons devaient être apprises à la dure. Les ordres de Thorn étaient simples, évaluer l'efficacité du programme d'entraînement à produire des leaders prêts au combat dans le cadre du programme d'échange du commandement de la guerre spéciale navale avec le centre d'excellence de manœuvre. Observer, évaluer, rapporter. Rien dans ces ordres ne disait qu'elle devait révéler ses antécédents. Rien ne disait qu'elle devait corriger leurs suppositions. Pause narrative. Si vous nous regardez de n'importe où dans le monde, indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires de héros méconnus qui ont prouvé que tout le monde avait tort, cliquez sur le bouton s'abonner. La porte du bureau de Whittaker s'ouvrit. Le master sergent Angelae, conseillère principale de la brigade, entra avec 2 tasses de café. Elle entendit nos colonels et le rejoignit à la fenêtre. Ils ne savent pas ce qui les attend, dit doucement. Whittaker prit une gorgée de café. Ils ne le savent jamais. La première fois que Reinhard Thorn a compris la mort, elle avait 7 ans, regardant son père revenir de son 3e déploiement en Irak, amputé de la jambe gauche sous le genou. Le Master Chief Petty Officer Miguel Thorn ne pleurait pas, ne se plaignait pas. Il s'est simplement adapté, enseignant à sa fille que le corps humain n'était qu'un outil. Ce qui comptait, c'était l'esprit qui le contrôlait. Chaque matin à 4h30, il la réveillait pour l'entraînement physique, sa prothèse claquant contre le sol. Il lui faisait faire des exercices conçus pour des opérateurs 2 fois plus âgés qu'elle. Quand elle tombait, il attendait. Quand elle pleurait, il comptait. À l'âge de 10 ans, elle pouvait tenir la planche pendant 12 minutes et démonter un M4 les yeux bandés parce que, comme le disait son père, l'obscurité se fiche de tes sentiments. Mais le moment qui a forgé son âme s'est produit à Fallujah en 2018, lors de l'opération Crimson Shield, toujours classifiée, toujours niée par 3 gouvernements. Son peloton, s'il avait été inséré pour extraire un agent de renseignement compromis d'un complexe tenu par 40 insurgés. La mission a dérapé à la 3e minute. L'explosion a détruit la moitié du bâtiment et a enseveli son binôme, le premier maître David Brox, sous des débris brûlants. Le protocole disait « Laissez-le ». Les flammes se propageaient.
Les renforts ennemis étaient à 90 secondes. Chaque évaluation tactique disait qu'il était déjà mort. Thorne y est allé quand même. La chaleur faisait fondre des parties de son équipement sur sa peau. Respirer donnait l'impression d'avaler du verre. Elle a trouvé Brox inconscient, sa poitrine bougeant à peine, et l'a traîné hors des flammes qui ont laissé le tatouage de dragon sur son avant-bras droit, l'identifiant de son équipe cicatrisé mais intact. 8 marques en dessous, une pour chaque opérateur qu'elle avait sauvé au cours de 4 déploiements. Brox a vécu 70 heures de plus. Assez longtemps pour arriver à l'hôpital de campagne. Assez longtemps pour lui serrer la main et murmurer que sa fille s'appelait Emma, qu'elle avait 4 ans et qu'il avait promis de lui apprendre à nager. Il est mort en tenant une photo d'elle et Thorne a fait une promesse sur son corps. Elle ne laisserait jamais un autre opérateur mourir parce que quelqu'un pensait qu'il ne valait pas la peine d'être sauvé. La marine lui a donné une Silver Star dont elle ne pouvait pas parler et des blessures qui ont mis fin à son statut opérationnel. Des lésions nerveuses au bras droit rendant le tir à longue distance impossible. Des brûlures qui faisaient encore mal quand il pleuvait. Ils lui ont proposé une retraite médicale. Elle a refusé. Si elle ne pouvait pas opérer, elle enseignerait. Si elle ne pouvait pas se battre, elle préparerait les autres à survivre à ce qu'elle avait vu. C'est ainsi qu'elle se retrouvait à Fort Benning, évaluant si la nouvelle génération de Rangers de l'armée avait ce qu'il fallait. Il voyait une petite femme avec une désignation de la marine et supposait qu'elle était là pour cocher les cases de la diversité. Il ne savait pas qu'elle avait rampé à travers l'enfer et porté d'autres personnes sur son dos pour en sortir. Le fantôme de David Brox la suivait partout. Dans les moments de calme, elle entendait encore sa voix, sentait encore le poids de son corps sur ses épaules. Certaines nuits, elle traçait les marques sur son bras et se souvenait de chaque visage, de chaque nom, de chaque promesse tenue. Brox était le numéro 8. Il n'y aurait pas de numéro 9, non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que sa guerre était terminée. Maintenant, elle menait une bataille différente, s'assurant que la prochaine génération comprenne que le courage n'était pas une question de taille, de genre ou d'uniforme. C'était une question de savoir pour qui vous mourriez et qui vous tueriez pour protéger. Marcus Brennan était instructeur rangé senior depuis 3 mois, et pendant ce temps, il s'était bâti une réputation de gardien de la tradition, celle transmise par des générations de guerriers masculins qui avaient gagné leurs écussons par le sang et la détermination. Du haut de son 1,90 m et de ses 100 kilos d'arrogance travaillée, il se déplaçait dans Fort Benning comme s'il en était le propriétaire. Quand il a vu le nom de Thorne sur la liste d'évaluation pour la première fois, il a ri. Il a dit à ses collègues instructeurs que la marine leur envoyait un trophée de participation, probablement une gratte-papier qui avait passé sa carrière à classer des dossiers et à animer des séminaires sur la diversité. Son évaluation s'est répandue dans le bataillon d'entraînement comme une traînée de poudre. Au moment où Thorne est arrivé, 200 élèves Rangers avaient déjà décidé ce qu'elle était. La première confrontation a eu lieu lors de l'entraînement au combat corps à corps. Brennan s'est assuré de diriger la démonstration lorsque Thorne est arrivé pour observer. Il s'est assuré que ses adversaires choisis étaient les plus petits élèves, ceux qu'il pouvait projeter comme des poupées de chiffon. « Madame, voudriez-vous donner votre avis sur nos techniques de corps à corps » demanda-t-il, la voix dégoulinante de condescendance. Je suis sûr que la marine a des perspectives intéressantes sur le combat. La foule d'élèves ricana. L'élève rangé Tyler Morrison, le disciple le plus dévoué de Brennan, rit même à haute voix. Morrison venait de 3 générations de Rangers et portait son héritage familial comme une armure contre toute suggestion que les standards s'étaient adoucis. Thorne marcha sur le tapis, lente et délibérée. Elle retira sa casquette, la tendit à un élève confus. Le sourire de Brennan s'élargit. Il pesait probablement 40 kilos de plus qu'elle. « Montrez-moi votre meilleure prise », dit-elle simplement. Brennan regarda ses pairs, haussa les épaules comme si c'était en dessous de lui, puis bougea avec l'agression télégraphiée de quelqu'un qui n'avait combattu que des gens ayant peur de lui rendre les coups. Thorne le laissa venir, le laissa s'engager. Puis elle bougea, non pas avec force, mais avec économie, utilisant son élan contre lui. Brennan heurta le tapis assez fort pour vider ses poumons. Avant qu'il ne puisse récupérer, elle le tenait dans un étranglement sanguin contrôlé, appliqué juste assez longtemps pour la démonstration. 2 secondes de pression qui fit rétrécir sa vision. Elle le relâcha, se leva et quitta le tapis sans un mot. L'observateur de sécurité, le master sergent Hay, hocha la tête en signe d'approbation devant la technique maîtrisée. L'humiliation se transforma en rage. Brennan passa les semaines suivantes à orchestrer une campagne d'isolement, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce.
sa boussole mystérieusement inversée avant la navigation terrestre, des horaires qui entraient toujours en conflit avec ses périodes d'évaluation. L'élève rangée Jessica Wilson essaya de la prévenir. Wilson était l'une des 12 femmes du programme, se battant chaque jour pour prouver sa place. Elle approcha Thorne après un exercice de navigation terrestre, la voix basse et urgente. « Madame, il prépare quelque chose. Brennan, Morrison et leur groupe, je les ai entendus parler. Ils veulent que vous partiez. » Thorne regarda la jeune femme, se revoyant 15 ans plus tôt, désespérée d'appartenir à un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle posa une main sur l'épaule de Wilson. « Laissez-les venir, dit-elle calmement. Certaines leçons nécessitent une démonstration pratique. » La guerre psychologique s'intensifia. Ils répandirent des rumeurs selon lesquelles elle avait été surprise en train de pleurer dans les toilettes, qu'elle avait demandé des normes d'évaluation plus faciles, qu'elle avait déposé des plaintes pour harcèlement. Que des mensonges, mais des mensonges qui collaient parce qu'ils confirmaient ce que les gens voulaient croire. L'insécurité de Brennan le poussa plus loin dans sa campagne. Son père avait été dans les forces spéciales, tué en Afghanistan quand Marcus avait 16 ans. Chaque jour depuis, il essayait de se prouver digne de cet héritage. L'idée qu'une femme de la marine, les mit au tapis si facilement le rongeait comme de l'acide. Il ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas se concentrer. Toute son identité dépendait du maintien de la hiérarchie qu'il avait construite. Cette nuit-là, Thorne était assis seul dans ses quartiers temporaires, le bras droit nu, traçant les cicatrices en relief qui formaient son tatouage de dragon. 8 marques en dessous, chacune étant une promesse tenue. La 9e marque ne viendrait jamais. Non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que son corps avait lâché. Elle sortit une photo usée de son portefeuille. David Brooks avec sa fille Emma sur ses épaules, tout de riant de quelque chose hors du champ de la caméra. Emma aurait 11 ans maintenant. Thorne envoyait de l'argent chaque mois, des dons anonymes pour son fonds universitaire. Ce n'était pas assez. Ce ne serait jamais assez. Les lésions nerveuses de son bras s'enflammèrent, envoyant des chocs électriques de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Les médecins disaient que cela empirait avec le temps. Ils disaient qu'elle avait de la chance d'avoir 60% de fonctionnalité. De la chance. Elle avait porté Brock sur 400 mètres à travers le feu et les fragments. Senti sa peau fusionner avec son équipement. Respirer de la fumée qui transformait ses poumons en tissu cicatriciel, et ils appelaient ça de la chance. Son téléphone vibra. Un SMS du Master Chief Thorne. Toujours debout. Le calamar? Elle sourit malgré tout. Son père ne demandait jamais si elle allait bien. Ne suggérait jamais qu'elle abandonne. Il demandait juste si elle était toujours debout, parce que rester debout était tout ce qui comptait. Vous pouviez saigner debout, pleurer debout, mourir debout. Toujours debout, tapotait-elle en réponse. Elle se leva, marcha vers le petit miroir au-dessus de l'évier. La femme qui la regardait avait des yeux cernés, des angles vifs là où il y avait autrefois des courbes douces. Les SEALS avaient sculpté tout ce qui était inutile, ne laissant que ce qui était requis pour accomplir la mission. Mais cette mission enseignée, évaluée, encadrée, exigeait quelque chose qu'elle n'avait jamais appris, la patience avec des gens qui n'avaient pas gagné le droit de la juger. Un souvenir fit surface. Imprévu. Fallujah. 14e heure de l'opération. Brooks délirait à cause de la perte de sang. Il continuait de demander des nouvelles d'Emma, si elle serait fière de lui. Thorne avait menti. Lui avait dit qu'il la verrait bientôt. Lui avait parlé des leçons de natation qu'il lui donnerait. Elle avait tenu sa main alors que sa respiration ralentissait, senti son pouce estomper sous ses doigts. La rage qui avait suivi l'avait rendue dangereuse d'une manière qui effrayait même ses coéquipiers. Elle avait demandé chaque opération à haut risque, s'était portée volontaire pour chaque insertion derrière les lignes ennemies, ne cherchant pas la mort, mais cherchant un but, une raison pour que le sacrifice de Brock signifie quelque chose. Maintenant, en regardant ses élèves jouer à leur jeu, remettant en question sa valeur basée sur l'anatomie au lieu de la capacité, elle sentait cette même rage monter. Mais la rage sans but n'était que destruction. Son père lui avait appris cela. Brock était mort en l'apprenant. Elle prit une décision. Demain, Brennan et ses partisans allaient passer à la vitesse supérieure. Elle pouvait le sentir dans l'air, cette tension avant la violence. Il pousserait jusqu'à ce que quelque chose casse. Quand il le ferait, elle ne se contenterait pas de se défendre. Elle leur apprendrait pourquoi la marine l'avait vraiment envoyé ici. Le piège fut tendu lors des qualifications de navigation nocturne. Le colonel Whittaker avait assigné Thorne pour observer l'évaluation finale, une évolution de 12 heures à travers le pire terrain que Fort Benning pouvait offrir. Chars de combat complète,
Pas de GPS, juste une carte et une boussole, et le genre de détermination qui séparait les Rangers de tous les autres. Brennan avait d'autres plans. Il rassembla Morrison et 2 autres élèves, Stevens et Holbrook, 2 anciens joueurs de football devenus soldats qui suivaient la force sans la remettre en question. Ils interceptèrent Thorne au point de contrôle de Malvesty Hall, 4 étages plus haut, où les élèves marquaient traditionnellement leur passage avant de commencer le parcours. « Madame, dit Brennan, bloquant l'escalier descendant, nous devons discuter de vos méthodes d'évaluation. » En privé, le toit était vide, pas de témoins. Le brouillard s'était installé, étouffant les sons. Thorne évalua les angles, les distances, les options. 4 contre 1, espace confiné, une chute de 12 mètres sur 3 côtés. Ils avaient planifié ça. Morrison se déplaça à sa gauche, Stevens à sa droite. Holbrook resta près de la porte de l'escalier. Formation de confinement classique, mais bâclée. Il n'avait jamais combattu quelqu'un qui avait survécu à de vraies embuscades. Votre évaluation compromet l'intégrité de ce programme, continua Brennan en s'approchant. Nous avons des traditions ici, des standards. Vous les affaiblissez avec votre présence. Thorne resta parfaitement immobile, contrôlant sa respiration, mesurant les distances. Les lésions nerveuses dans son bras droit envoyaient des signaux d'alerte. Elle avait peut-être 70% de force de ce côté. Il faudrait compenser. « Je vous donne une chance de bouger, dit-elle calmement. Brennan rit. « Ou quoi? Vous allez nous signaler? Déposer une plainte? Pleurer au commandement en disant que les méchants garçons vous embêtent. » La première poussée vint de Morrison, juste un test, pour voir si elle trébucherait. Elle ne le fit pas. La deuxième poussée vint de Stevens, plus forte. Elle l'absorba et mémorisa sa position. Puis Brennan fit son erreur. Il attrapa son bras droit, ses doigts s'enfonçant dans le tissu cicatriciel, où son tatouage de dragon était caché. La douleur traversa son système nerveux comme un éclair, déclenchant la mémoire musculaire de 100 combats rapprochés dans des pièces où la violence était la monnaie d'échange. Elle bougea. Morrison tomba le premier, une frappe de la paume au plexus solaire qui le plia en 2. Stevens essaya de l'attraper par derrière. Elle enfonça son coude dans ses côtes, entendit quelque chose craquer, pivota et mit son genou dans sa mâchoire. Il tomba inconscient avant même de toucher le toit. Holbrook abandonna la porte, chargea en avant. Elle le laissa venir, s'écarta au dernier moment, utilisa son élan pour l'envoyer dans le mur de soutènement. Il frappa fort, s'effondra, haletant. Il ne restait que Brennan. Il était plus fort, plus lourd et plus frais. Mais il n'avait jamais combattu pour sa vie. Jamais ressenti le poids spécifique de quelqu'un mourant dans ses bras. Jamais appris que la violence n'était pas une question de force, mais d'engagement. La volonté d'aller plus loin que votre adversaire ne pouvait l'imaginer. Ils luttèrent près du bord. Brennan essaya d'utiliser son avantage de poids, la poussant vers la chute de 12 mètres. Elle le laissa croire qu'il gagnait, le laissant s'engager pleinement dans la poussée. Puis elle appliqua la technique de levier de l'école serrée, utilisant son élan contre lui tout en accrochant son pied derrière sa cheville. Ils basculèrent tous les deux. Elle rattrapa le bord d'une seule main, son bras gauche hurlant sous tout le poids. Brennan avait attrapé sa jambe droite, pendant en dessous d'elle, le visage blanc de terreur. Les lésions nerveuses dans son bras droit rendaient la prise impossible. Elle ne pouvait pas les remonter tous les deux avec une seule main, mais ses pieds trouvèrent des appuis sur un rebord de drainage, lui donnant un levier. Stevens avait assez récupéré pour ramper jusqu'au bord. Morrison bougeait. Ils la regardèrent, saignant de l'entaille où sa tête avait heurté le mur, ses doigts glissant déjà. « Tirez-le vers le haut », dit Morrison à Stevens. Mais aucun des deux ne bougea. Ils regardaient, attendaient. Elle baissa les yeux vers Brennan, vit la peur remplacée par autre chose, le calcul. Il essayait de grimper sur son corps, l'utilisant comme une échelle, se fichant de savoir si cela la ferait tomber. C'est là que la rage devint claire. Avec son bras droit endommagé, elle attrapa le dessous de sa manche, arracha la bande athlétique qu'elle utilisait pour cacher son tatouage. Le dragon enroulé autour du trident devint visible, ainsi que les 8 marques. L'insigne de l'unité était incomparable pour quiconque connaissait la symbologie des opérations spéciales. Les yeux de Brennan s'écarquillèrent. Il connaissait ce symbole. Tout le monde dans les opérations spéciales savait que cela signifiait une unité classifiée de tiers 1. Avec une force née de la fureur et de l'entraînement, elle utilisa le rebord de drainage comme levier. Tira avec son bras gauche tout en donnant des coups de pied avec sa jambe droite contre le mur.
La physique était difficile mais pas impossible. Elle avait fait des montées plus dures à l'entraînement, emportant des blessés. Ils passèrent par-dessus le bord. Brennan rampa loin d'elle, reculant contre Morrison et Stevens. Elle se leva lentement, le sang coulant sur son visage, le bras droit pendant presque inutile. « Vous allez bouger, dit-elle. » Le silence s'étira jusqu'à ce que des pas résonnent dans l'escalier. Le colonel Whittaker émergea, suivi du master-sergent et de 6 policiers militaires. Il regarda la scène. 3 élèves blessés. Thorne ensemble et debout, la vérité enfin visible sur son bras cicatrisé. Élèves Rangers Brennan, Morrison, Stevens et Holbrook. La voix de Whittaker portait une autorité absolue. Vous êtes en état d'arrestation pour agression en vertu du Code de justice militaire. MP, sécurisez-les et contactez le CID immédiatement. Brennan essaya de parler, d'expliquer, mais Whittaker le coupa d'un regard qui aurait pu glacer le sang. « Pensiez-vous que nous envoyons n'importe qui pour évaluer ce programme ?» demanda Whittaker, la voix mortellement calme. « Le lieutenant Thorne a plus d'expérience au combat que toute votre classe réunie. De multiples récompenses pour bravoure, y compris une Silver Star. Purple a gagné en tirant un autre cil d'un bâtiment en feu à Fallujah. La désignation de son unité est classifiée, mais je peux confirmer qu'elle a servi avec distinction dans les opérations spéciales de Tier 1. Les autres élèves étaient arrivés, attirés par le tumulte. La nouvelle se répandait en murmures. Unité classifiée. Tier 1, 8 vies sauvées. L'élève Wilson se fraya un chemin à travers la foule, vit le bras de Thorne, le tatouage qu'elle avait gardé caché. « Votre ?» Wilson ne put finir sa phrase. Thorne croisa son regard. « Je suis quelqu'un qui a mérité chaque cicatrice, dit-elle simplement. Et s'avança avec une trousse médicale, commença à soigner l'entaille sur la tête de Thorne. La façon systématique dont elle ignorait la douleur pendant qu'elle travaillait racontait sa propre histoire. Ce n'était pas son premier traitement sur le terrain, et c'était loin d'être la pire blessure qu'elle avait subie. Brennan, à genoux, les mains attachées par des serflecs derrière le dos, trouva enfin sa voix. « Je ne savais pas, nous ne savions pas qui vous étiez. » Thorne regarda de haut et, pendant un instant, le poids de chaque opération, de chaque perte, de chaque sacrifice fut visible dans ses yeux. « C'est bien ça le problème, dit-elle. Vous m'avez jugé sur ce que vous voyez au lieu de ce que je pouvais faire. Au combat, cette ignorance fait tuer des gens. L'ennemi ne porte pas de panneau annonçant ses capacités. La personne qui vous sauve la vie pourrait ne pas ressembler à ce que vous attendez. » Elle se tourna pour s'adresser aux élèves rassemblés, le sang coulant toujours sur son visage, le bras clairement endommagé, mais la posture inébranlable. « Chacun d'entre vous servira aux côtés de femmes, dit-elle. Certaines seront plus fortes que vous, certaines seront plus intelligentes. Certaines auront vu des combats qui vous briseraient. Si vous ne pouvez pas accepter cela, si vous avez besoin que vos guerriers aient une certaine apparence, alors vous ne méritez pas de porter l'écusson pour lequel vous vous battez. » Wilson s'avança. « Madame, votre bras ?» « Lésion nerveuse de Fallujah, dit-on d'un ton neutre. 60% de fonctionnalité dans un bon jour. Il a quand même fallu 4 de vos plus forts pour me pousser d'un toit, et j'ai tenu bon quand même. » La foule s'écarta alors que plus de gradés arrivaient. Le général de brigade Thomas Marshall, commandant général du centre d'excellence de manœuvre. Il regarda la scène, le tatouage révélé de Thorne, les élèves détenus. « Lieutenant Thorne, dit-il formellement, le commandement de la guerre spéciale navale a été informé. Votre évaluation de notre programme est terminée. Vos recommandations seront mises en œuvre immédiatement. Nous devons vous emmener à l'hôpital pour des examens et des soins. » Elle hocha la tête, puis vacilla légèrement. Elle attrapa son coude, la stabilisa. L'adrénaline retombait, ne laissant que la douleur et l'épuisement. « Madame, dit doucement. L'évacuation sanitaire est à 2 minutes. » « Dans 1 minute, répondit Thorne. Elle marcha jusqu'à l'endroit où Brennan était agenouillé, s'accroupit pour rencontrer son regard. « Votre père était le sergent de première classe Michael Brennan, 2e bataillon, 75e Rangers, tué au combat dans la province de Helmand, 2009. » Le visage de Brennan s'effondra. « Comment savez-vous ?»« Je me fais un devoir de connaître les familles des guerriers tombés, dit-elle. Il est mort en couvrant le retrait de son unité. Il a sauvé 12 vies. Vous voulez l'honorer? Arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes digne de son nom et commencez à être à la hauteur de son exemple. Il se fichait de savoir qui se battait à ses côtés tant qu'il se battait. » Elle se leva, se tourna pour partir, puis s'arrêta.
Encore une chose. Emma Brox a 11 ans maintenant. Son père est mort dans mes bras après que je l'ai sorti d'un bâtiment en feu. Chaque marque sur mon bras est le père, le fils, le frère de quelqu'un. Quelqu'un qui est rentré chez lui parce que je me fichais de ce que les gens pensaient de ma place là-bas. J'ai juste fait mon travail. 6 semaines plus tard, la brigade d'entraînement des Rangers avait mis en œuvre chaque recommandation du rapport de Thorne. Brennan fit face à une cour martiale pour agression et conspiration, acceptant finalement un accord pour une réduction de grade et une séparation administrative. Morrison et Stevens reçurent des sanctions disciplinaires, article 15, et furent réassignés. Holbrook, qui avait pleinement coopéré à l'enquête du site, fut autorisé à rester mais sous stricte probation. Les lésions nerveuses de Thorne avaient nécessité une intervention chirurgicale et une rééducation approfondie après que l'incident sur le toit ait aggravé ses blessures antérieures. Le scanner à l'hôpital de Fort Benning montra qu'elle avait été à une mauvaise chute près de la paralysie permanente. L'élève Wilson trouva Thorne au parcours d'obstacles, regardant la nouvelle classe franchir les barrières. Son bras droit était dans une attelle médicale suite à la neurochirurgie. « Madame, » dit Wilson en s'approchant prudemment, « je voulais vous remercier. » Thorne se tourna, étudia la jeune femme. Wilson avait pris du muscle, se tenait différemment. L'incertitude avait disparu, remplacée par une confiance méritée. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Thorne. « Tu avais déjà ce qu'il fallait. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te montrer que c'était possible. » Elles restèrent dans un silence confortable, regardant les élèves lutter à travers le parcours. Une jeune femme avait du mal avec la montée à la corde, les bras tremblants d'épuisement. Sans qu'on le leur demande, 2 élèves masculins se déplacèrent pour l'assurer, offrant des encouragements au lieu de moqueries. « C'est différent, » observa Wilson. « La peur est un enseignant puissant, » dit Thorne, « mais le respect dure plus longtemps. » Le colonel Whittaker s'approcha, effectuant un salut que Thorne rendit de la main gauche. « Vos ordres de transfert sont arrivés, dit-il. Le commandement de la guerre spéciale navale vous veut de retour à Coronado. Poste d'instructeur senior pour l'entraînement de qualification des SEALS. » Le visage de Wilson tomba. « Vous partez? »« Mon travail ici est terminé, dit Thorne. Mais le travail lui-même ne finit jamais. Il y a toujours une autre génération qui a besoin d'apprendre que la force vient sous différentes formes. » Elle chercha dans sa poche, sortit une pièce de défi. Pas n'importe quelle pièce, une pièce de la guerre spéciale navale de son unité classifiée. Elle la pressa dans la main de Wilson. « Quand tu auras gagné ton écusson, trouve-moi, dit-elle. Les équipes pourraient utiliser quelqu'un comme toi. » Alors que Thorne s'éloignait, Wilson appela. « Madame, qu'est-il arrivé au numéro 9 ?» La 9e marque. Thorne s'arrêta, se retourna. Le soleil du matin attrapa son visage cicatrisé, soulignant à la fois les dommages et la détermination. « Il n'y a pas de numéro 9, dit-elle simplement. Ma guerre est finie. Mais la tienne ne fait que commencer. Fais en sorte que tes marques ôtent. » Elle quitta Fort Benning cet après-midi-là, conduisant vers l'ouest en direction de la Californie, et quelles que soient les batailles qui l'attendaient. Derrière elle, 200 élèves continuaient leur entraînement, changés à jamais par la femme qu'ils avaient essayé de briser. Ils avaient appris la leçon la plus précieuse que l'armée pouvait enseigner. Le courage n'avait pas de genre, la force n'avait pas de taille, et la personne qui sauvait votre vie pouvait être celle à laquelle vous vous attendiez le moins. Dans son rétroviseur, les portes de Fort Benning devinrent plus petites jusqu'à disparaître complètement. Sur son bras, sous la manche, 8 marques témoignaient de promesses tenues. Il n'y aurait pas de 9e marque, mais il y aurait des centaines de guerriers qui auraient appris de ces cicatrices, qui porteraient en avant la leçon que les héros venaient sous toutes les formes. Parfois, ils venaient même sous la forme de femmes d'1,70 m avec des lésions nerveuses et plus rien à prouver. Le fantôme de David Brox pouvait enfin se reposer. Sa fille grandirait dans un monde où les femmes guerrières n'étaient pas remises en question, mais attendues, où la capacité comptait plus que les chromosomes. Thorne avait tenu sa promesse. Toutes ses promesses. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes sur ces héros de l'ombre. À la prochaine, pour une nouvelle leçon de vie.